Salut à tous les pirates de la boxe. Aujourd'hui c'est pas le Capitaine Crochet qui vous parle, mais c'est Clément qui a assisté plusieurs fois au podcast avec le Capitaine Crochet. Et aujourd'hui nous sommes avec un invité très spécial qui a accepté notre invitation. Le champion WC Silver des poids lourds, Johan Duhaupas. Comment ça va Johan? Ça va, très bien. Ça se passe bien l'entraînement à UZ? Parfait, ouais, on m'a demandé de venir aider mon ami Alban Galonnier parce qu'il avait un combat important dans un mois et demi. D'accord. J'ai accepté parce que moi, ça faisait quelques mois que je ne suis pas inactif puisque je m'entraîne. J'ai un préparateur physique qui me prépare les programmes, mais niveau sparring, j'en faisais pas. Donc d'accord. C'est très bien pour reprendre. Ok, super. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de ta carrière, et j'ai envie de dire quelle carrière. Tu as acquis de nombreux titres, notamment le titre de champion de France des poids lourds en 2013, le titre de champion d'Europe en 2013 et en 2014, et tu es actuellement champion du monde WC Silver. Mais avant d'en arriver là, je suppose qu'il y a eu beaucoup de travail, et je voulais savoir en fait, qu'est-ce qui t'a poussé dans ta jeunesse à commencer la boxe en fait? Déjà, je vais rectifier une chose, c'est pas le titre mondial, C'est pas le c'est titre. le titre WC Silver. D'accord, oui. C'est la ceinture d'argent. Après, Oui, c'est la ceinture d'argent. Mais c'est quand même. C'est vrai, mais pour moi, c'est vraiment un beau titre, puisque c'est un titre qu'Alexander Povetkin a eu et qui a défendu plusieurs fois. C'est vrai. Et je l'ai eu juste après Alexander Povetkin. Donc c'est un très beau titre et j'ai battu un client sérieux qui avait été deux fois champion d'Europe EBU. C'est vrai, oui. Ensuite, pour en revenir à ce qui m'a poussé à faire de la boxe, depuis l'âge de 5 ans, j'habitais dans les quartiers d'Abbeville et j'étais fan de Rocky. Mes parents m'ont fait voir Rocky, je suis tombé amoureux de ce film. Moi aussi, je suis devenu, comme beaucoup de boxeurs, je pense. Personnellement, j'en fais à titre amateur, on va dire. Et j'ai vu ce film à l'âge de 12 ans. C'est marquant comme un film. Ça m'a fait quelque chose. Après, j'ai pas pu faire de boxe avant l'âge de 19 ans. J'ai commencé à 19 ans. D'accord. J'ai pas pu avant, puisque dans ma vie, il n'y avait pas de club, parce que mes parents ne pouvaient pas m'emmener à 50 km au premier club qu'il y avait pour que je fasse de la boxe. Donc j'ai pas pu en faire avant l'âge de 19 ans, mais je sais que j'ai toujours eu ça dans le sang. D'accord, ok. Donc déjà à l'époque, si vous le saviez déjà, c'est qu'à mon avis, vous étiez destiné à de grandes choses. Je pense. Je pense aussi. Et est-ce qu'il y a un combat, enfin, c'est quel déclic en fait que tu as eu à l'âge de 19 ans en fait? Ça se fait... Le déclic, c'est qu'il y a une salle dans ma ville qui a été créée. Et j'ai été le premier licencié, j'étais surmotivé, j'avais un entraînement tous les jours. J'ai combattu plutôt tard, j'ai combattu peut-être 8 mois après. Mais j'ai battu mon premier adversaire chez lui, dans l'Aisne, en 22 secondes, chez les amateurs. Ah ouais, quand même. Ouais, donc j'étais vraiment... J'avais de la foudre à revendre. C'est vraiment, ça a dû être un grand moment pour vous. Oui, c'était vraiment très stressant. Attention, on n'est pas boxeur, hein, quand on commence à boxer, c'est plus de la bagarre qu'autre chose. Ah oui, c'est normal. Après, il a vraiment fallu apprendre et puis de toute façon, tu t'en rends compte très vite. D'accord. Donc il me semble que tu as eu 15 combats en amateur, à peine. Et enfin à peine, c'est déjà bien, mais disons qu'il y en a qui prennent beaucoup plus de temps pour se lancer en pro. Et qu'est-ce qui t'a poussé ensuite à aller à un plus haut niveau? Il y a eu un moment marquant, Non, je me suis jamais dit je vais faire ça, je veux atteindre ce niveau. J'ai toujours pris les combats un par un, comme au niveau amateur. J'étais vice-champion de France des super lourds, ensuite j'étais un peu en équipe de France. Les Jeux Olympiques étaient trop éloignés pour moi et de toute façon je ne me sentais pas bien dans la boxe amateur. Et je suis passé professionnel assez rapidement. Et ensuite on a pris les combats comme ils sont venus. Ok, d'accord. Une question toujours en rapport à la carrière pro. Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu as gagné un grand titre professionnel? C'était quel titre? J'ai eu ma plus belle victoire, c'est celle qui m'a fait le plus de bien, c'était quand je suis devenu champion de France. Parce que j'avais fait beaucoup de combats. Et j'avais battu pas mal d'adversaires, mais j'avais jamais eu ce titre. Donc pour moi, c'était pas logique. Il me le fallait au moins une fois avant de passer à l'étape suivante. Voilà. D'accord.
Alors, on peut dire que ta carrière pro, elle a pris un grand tournant, enfin je pense pour beaucoup de tes fans, je pense qu'elle a pris un grand tournant le 10 avril 2015, quand tu as vaincu le boxeur Manuel Charr, qui était quand même un sérieux client. Et quel souvenir as-tu de ce moment, en fait, de ce... Alors ça c'est spécial comme histoire parce que j'ai vécu une année vraiment difficile. Ouais. Dans cette année où j'ai rencontré Manuel Charr, puisque je n'avais plus de... J'ai vécu un divorce, j'ai eu une année vraiment très compliquée. C'était l'année 2014. Il a vraiment fallu que j'affronte énormément de choses. Et en plus que je boxe. Ouais. Donc j'ai rencontré Erkan Tepper, mais je n'étais pas préparé. Franchement, je me suis préparé à la va-vite, avec plein de problèmes dans la tête. J'ai fait 12 rounds contre lui. Il me bat vraiment parce qu'il est à domicile et parce que l'arbitre a été vraiment gentil avec lui. Donc je perds ce jour-là. Ensuite, on me propose, 3 jours après cette défaite, Manuel Charr en Russie. Même si mon équipe ne voulait pas, moi je dis je n'ai plus rien à perdre. Je viens de perdre en Allemagne. La seule façon de rebondir pour moi, ça serait d'aller battre Manuel Charr en Russie, même si ça va être très très compliqué. Mais j'ai voulu rebondir. Et là, j'ai créé la surprise là-bas parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. C'est qu'à mon avis, ils se sont dit on va prendre du pas. Là, il reste sur une défaite et là, il est sur une pente descendante. Sauf que je me laisse jamais abattre. C'est exemplaire, je trouve, comme comportement. De toute façon, je trouve personnellement que les grands boxeurs, on les reconnaît souvent dans l'adversité, justement, quand ils sont dans des moments compliqués de leur vie et qu'ils arrivent toujours à rebondir. À rebondir, voilà. Puis, quelques temps après, il y a eu un combat aussi qui a... Là, par contre, on peut dire que tu as explosé à ce combat. C'est le combat contre Deontay Wilder. Tu as eu ta chance. Une chance mondiale. Personne ne s'y attendait, pas même moi. Et que dire quand on propose un championnat du monde contre un tel champion? Est-ce que je dois dire non? Non, c'est pas possible. On te le propose, tu dis oui. Tu dis oui, et voilà, si tu as fait tout ça jusque-là pour rien dans ce cas-là. Oui. Alors j'ai été critiqué, je devais me faire défoncer, j'avais rien à faire sur les mêmes rings que lui. Et alors là c'était vraiment encore une période très compliquée parce que tu comprends pas. Tu vas plutôt que de t'encourager à te dire essaie, vas-y mon grand, tu vas y arriver. Non, en fait la mentalité, la plupart des gens, je dis, veulent t'assassiner, veulent te détruire. Donc là tu as intérêt d'être fort mentalement parce qu'il faut que tu t'entraînes. Toi, tu dois être le seul à y croire. Il faut y croire. Donc je me suis entraîné et ce jour-là, j'ai fait le combat que tu connais, que tout le monde a vu là. Deontay Wilder en a pris comme il fallait. Et je pense qu'il s'en rappelle encore aujourd'hui. Je pense aussi, oui. Je l'ai vu en direct sur Bein Sport. Et je peux dire honnêtement que franchement, c'était un des plus beaux combats que j'ai vu de ma vie. Enfin, j'étais... J'ai beaucoup de bons retours et c'est surtout qu'on me dit Johan, t'étais à ça de devenir champion du monde. Si vraiment j'avais eu l'expérience que j'ai aujourd'hui et un peu plus de préparation, je dis pas que j'aurais gagné, mais franchement ça... Il faut préciser pour certains fans ou d'autres personnes qui verront cette interview, tu t'es entraîné, il me semble qu'en 5 semaines. C'est ça, En 5 semaines. Normalement, il y en a même certains qui prennent 6 mois pour s'entraîner pour un champion du monde. Normalement, c'est 8 semaines pour être à peu près... C'est ça, je pense que pour un championnat du monde, l'idéal, ça serait 8 voire 10 semaines. D'accord. Comment tu as été approché pour ce combat? J'étais en vacances, j'étais dans le sud, j'allais voir mon ami Jérôme Le Banner qui allait faire son dernier combat à Saint-Tropez. Et mon manager, le lendemain, m'a téléphoné, m'a envoyé un message pour me dire est-ce que tu veux faire le championnat du monde contre Deontay Wilder? C'est plus mon manager qui a été contacté. D'accord. Comment tu as réagi sur le moment? De la surprise? Sur le coup, tu es plutôt heureux et après tu te rends compte que tu viens d'accepter un combat énorme, une réelle opportunité contre un grand champion qui frappe, qui met tout le monde KO. Donc après, tu as intérêt de t'y mettre. De t'y mettre, je comprends bien. Et comme tu dis, tu as dit oui sur le moment, mais il y a eu un moment d'hésitation ou... Du tout, non. Du tout? Non, il n'y a pas eu d'hésitation. Après, on a essayé de rentrer un petit peu en négociation, mais ils te calment vite et te disent écoute, si t'en veux pas, tu t'en vas et puis on va en mettre un autre, c'est tout. Donc tu dis oui, c'est tout. D'accord. Et donc,
ce combat arrive le 26 septembre à Birmingham, en Alabama. Et qu'est-ce que tu en gardes un an après? Parce que maintenant, ça va faire 3 jours, il me semble que c'était il y a un an pile poil. Ça ressort, toutes les vidéos ressortent. Ça fait un an. Moi, j'en regardais d'excellents souvenirs. Hein. C'est un championnat du monde des poids lourds. WBC en plus, je trouve que c'est la ceinture la plus prestigieuse. Oui, je trouve aussi. Donc, et c'est à partir de là, de toute façon, j'ai encore eu un tournant dans ma carrière, qu'on me connaît. Malheureusement, je trouve que ça me porte plutôt préjudice d'avoir fait un beau combat contre Wilder. Ça me porte plutôt préjudice d'avoir battu Helenius, à mon avis, on va en parler après, chez lui en Finlande. Parce qu'aujourd'hui, moi qui pense à chaque fois que ça va enfin démarrer, ben, je trouve que ça me met plutôt des bâtons dans les roues de gagner comme ça. Peut-être parce que tu es craint maintenant, parce qu'il voit que justement, du danger, il y a trop de danger, je ne suis pas assez bankable comme on dit, faut que ça vende, et pour leurs champions qui vont boxer à domicile, ben, il y a énormément de danger. Je comprends. Après ce combat, comment tu t'es senti, enfin sur le moment quand tu as été arrêté au 11e round, comment tu t'es senti? Tu as été déçu? Ouais, déçu, parce que j'en veux pas à l'arbitre du tout, parce qu'il ne sait pas. Sauf que regardez bien le combat, Wilder se jette, il met tout ce qui lui reste, il met les derniers coups qu'il a, il a les pieds en l'air, il a plus rien dans les gants, donc les plus méchants coups que j'ai pris, c'était en début de combat. Franchement, là où vraiment j'ai vacillé. On le voit, dans le 5e. On le voit parce que tu as été ouvert au nez, il me semble, au 2e ou 3e round. Bah, l'ouverture s'ouvre, c'est dès le premier round, mais c'est une ouverture que je me suis faite dans l'entraînement avec Tony Yoka. Et bah, je sais plus ce que je disais. On va retrouver le fil. Enfin, je vais peut-être passer une question suivante. Ouais, vas-y, pose-la. Est-ce que tu as eu l'occasion de discuter avec Wilder après le combat? Discuter, oui, vite fait, hein, mais il y a eu beaucoup de respect. J'ai discuté avec son équipe, sa femme est venue me voir aussi. Et Wilder, ce combat, il n'est pas fait que du bien. Parce qu'il a pris des coups et il a montré un peu ses faiblesses au reste du monde. Oui, je vois ce que tu veux dire. Les Américains se sont dit c'est le nouveau Mike Tyson, et après ce combat, bah, ils ont des doutes maintenant. C'est vrai, et en plus, surtout que maintenant, il s'est cassé, je crois, pour la 2e ou la 3e fois une main, et je pense qu'il ne reviendra pas au top avant un moment. Parce que c'est une opération très sérieuse dont il a besoin, je pense. Et moi, je pense qu'il y a un coup de poker à tenter. En fait. Il y a la main, il y a le biceps qui s'est arraché. Oui, aussi, oui. Donc je pense qu'il ne sera pas de retour tout de suite, en effet. D'accord. Mais du coup, malgré cette victoire, cette défaite, comment dire, courageuse, tu as su très vite rebondir en affrontant Marcelo Luis Nascimento et puis Robert Helenius, où tu remportes le titre WBC Silver en offrant un superbe KO. Franchement, je pense que pour beaucoup, on a tous été... Ah oui, mais moi ça c'est mon avantage, c'est qu'à chaque fois on ne me voit pas, on n'y croit pas, mais moi j'y crois, je suis le seul, bien sûr que j'y crois, mon manager aussi y croit, et c'est pour ça qu'on accepte. Aujourd'hui, je boxe partout dans le monde, je leur dis toujours, là je viens de dire à Anthony Joshua, il y a la personne pour fin novembre, bah, je viens, en plus je suis classé, je suis numéro 6 WBC, je suis numéro 4 IBF, non WBO, je ne sais plus, enfin je suis classé, donc je suis tout à fait crédible. Ne cherchez pas, David Haye, il a fait 2 combats contre deux momies, là. Les mecs, je les respecte, mais c'est pas des combats, c'est pas ce que son public veut. Moi je lui promets sur tout ce que j'ai que si je viens, il va sortir ses tripes et il va faire un combat. D'accord. Moi je pense aussi que de toute façon David Haye a eu 2 combats très faciles, je pense, et j'ai du respect aussi pour chaque boxeur, parce que je pense qu'il y a un énorme courage, même... Bien sûr qu'il veut. Mais quand, j'ai du respect pour les boxeurs, mais quand tu affrontes un champion, quand tu as l'occasion de te montrer au monde, ben vas-y à fond, quoi. Tente. Tant pis si t'es KO, mais essaie de te battre, quoi. Donne tout ce que t'as. Ça sert à rien de monter sur le ring pour dire j'ai fait ça, je suis boxeur, j'ai monté contre David Haye. Mais mec, t'es pas resté sur le ring 3 minutes, t'as même pas réussi. Bats-toi, quoi. Et donne tout. Je suis d'accord avec toi,
C'est vrai, oui. Ouais, oui, en fait, tu sens qu'ils n'ont pas l'envie sur ces combats, enfin, qu'ils sont... Ils ont perdu d'avance. Ouais. De leur tête, ils ont déjà perdu. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Comment tu t'es préparé pour ce combat comment il s'appelle? Contre Helenius? Contre Helenius, oui. Bah, j'étais resté un petit peu sur la préparation d'Nascimento. D'accord. Nascimento, c'était le retour après Wilder. C'était un bon boxeur, un grand gabarit. Après, c'est vrai que je t'avoue que quand on n'a pas là, à mon âge, à mon niveau, tu sais que tu dois gagner, mais t'en fais pas tu fais pas ton max, quoi. Mais malgré toi, hein, tu sais, tu boxes, tu viens, tu gagnes, tu gères le combat, tu gagnes, là j'ai gagné au point, j'aurais pu gagner ce combat avant la limite, hein. Mais tu sais que c'est un combat que tu dois gagner de toute façon. Tu es obligé de gagner, sinon tu es mort. Donc je le gagne. Bref, on passe à autre chose. Helenius. Je prends 2 semaines de repos chez moi, et ensuite il m'en reste 6. Ouais. Donc je passe 3 semaines avec un préparateur physique à Nice, 3 semaines avec mon préparateur physique, Jérémy, et ensuite 2 semaines à Uzès. Et là on met 2 sparring, on met le Polonais Mariusz Wasz, et on met le Russe Evgeny Orlov. Donc 2 mecs de 2m2 et 2m6. D'accord, oui. Donc c'était vraiment des gaillards, enfin pour préparer Helenius, exactement ce qu'il me fallait. D'accord. T'as ressenti quoi à ce moment quand tu l'as gagné cette ceinture WC Silver? Là c'était vraiment un réel soulagement, et encore une fois je me dis j'ai réussi un gros pari, parce que j'ai quand même battu un mec qui avait été champion EBU 2 fois de suite, et un invaincu, donc vraiment un bon boxeur, et là-bas en Finlande c'est une star, hein. Donc c'est pareil, il faut vraiment... Tu le sentais dans la salle et tout que... Ah oui, beaucoup de respect par contre, c'était pas comme j'ai fait quelques pays, c'était un peu plus dur. Les Finlandais sont respectueux, mais c'est leur star, hein. Il fait une entrée terrible, Helenius est invaincu, Helenius est un champion, pour eux c'est le viking, et normalement il va me tuer, hein. C'est lui, j'étais une formalité pour lui. Je vois ce que tu veux dire. Mais ils se font avoir, les vont plus se faire avoir. Mais tu as su déjouer les pronostics, voilà, encore une fois. Voilà. Maintenant, on en est à une situation compliquée pour la boxe poids lourd. Il y a Tyson Fury qui vient de se retirer de sa revanche contre Klitschko parce qu'il est médicalement inapte. Anthony Joshua sans adversaire. Donc je suppose que tu penses que tu as une place à te faire. Et j'aimerais savoir lequel tu aimerais le plus affronter des deux, en fait, entre Joshua ou Klitschko, ou est-ce que tu aimerais affronter quelqu'un d'autre dans le circuit en ce moment? J'aimerais affronter David Haye, j'aimerais affronter Anthony Joshua, une revanche avec Wilder, mais c'est pas possible. J'aimerais affronter Povetkin ou Steve Hearn. J'aimerais affronter en fait tous les tops. Je suis avec eux dans les classements, donc j'ai envie d'affronter ces mecs-là. J'ai envie de leur montrer que une revanche avec Kirken Taper. Là, je suis sûr et certain qu'Kirken Taper ne doit jamais me battre. Mais ça, ils ne le feront pas, c'est sûr et certain. Ou alors Helenius, mais Helenius, sa revanche, je ne pense pas qu'il va la faire non plus. D'accord. Pour toi, chez les loups, en ce moment, qui est le meilleur boxeur poids lourd, Wilder, Joshua ou Duopa? Non, j'aurais jamais cette prétention-là. Moi, c'est pour moi le meilleur actuellement, c'est Joshua. Joshua, d'accord. Justement, je voulais te poser cette question et elle m'est sortie de la tête. Tu penses que cette revanche contre Wilder, elle est impossible parce que tu penses qu'il a peur ou c'est des problèmes de management? Non, c'est clair, hein. Moi j'ai voulu une revanche avec eux, ils me l'ont refusé, ils m'ont dit Joe Paul reprendra quand il sera challenger officiel. Ils ne veulent plus de moi avant. D'accord. Je pense qu'ils ont failli faire une erreur une fois, et qu'ils ne la feront pas 2 fois. D'accord. Parce que bon, cette ceinture, ce titre que tu as obtenu, je pense que c'est ton ticket, enfin, logiquement. Logiquement, oui, je pensais vraiment. Et ensuite, l'organiser chez nous, si on n'y arrive pas, j'ai accepté. On m'a proposé des noms comme Ortiz, on m'a proposé vraiment des monstres, quoi. Joseph Parker et tout. Ok, j'y vais. Je prends ma ceinture et je vais chez eux. Ça se fait pas. Tu penses que c'est quelle victoire qui est, malgré ce que tu as dit que tu penses que ça t'a porté préjudice, c'est quelle victoire, quel match plutôt qui t'a apporté, qui a solidifié ton statut entre Wilder ou Helenius?
C'est lequel qui t'a apporté le plus je pense que c'est de Venus. crédibilité? Je pense que c'est Venus. D'accord. Parce que sur Venus, je me suis servi de l'expérience que j'ai eue avec Wilder, du haut niveau, Ouais. et je suis revenu, j'étais plus fort, à mon avis, à Elenius que contre Wilder encore. J'ai D'accord. progressé. Ok. Comment tu vis tes voyages boxe, comme en Alabama, en Finlande, en Russie? T'as des recommandations de pays à visiter, enfin ceux que tu as... Non, c'est quand on m'appelle. Hein. On D'accord. m'appelle, j'y vais. Là, on m'a demandé d'aller en Autriche la semaine prochaine, mais ça se fait pas. Je pense que ça se fera pas parce que c'était pour préparer Klitschko. Mhm. Je suis allé en Irlande avec Perez, je suis allé à Londres avec Chisora, Mhm. je suis allé en Allemagne avec Boitsov. J'ai fait du sparring avec les meilleurs. Moi. D'accord. C'est quoi ton meilleur souvenir de voyage d'un de tes voyages Le boxe? sparring le plus bénéfique pour moi a été la Russie. D'accord. C'était 5 semaines avec Povetkin quand il préparait Klitschko. Ouais. C'était vraiment, on mangeait boxe, Ouais. on se couchait boxe, c'était que ça quoi. Ouais, je vois, ouais. C'était vraiment la... Ouais, là tu progresses quoi. C'est là que tu te rends compte du monde par rapport à nous quoi. Ouais, C'est vraiment une chose. Au cours de tes voyages, tu as pu rencontrer des boxeurs légendaires comme Evander Holyfield, Ray Jugar Leonard, Lennox Lewis, et je pense que tu as rencontré d'autres que je n'ai peut-être pas en tête, mais c'est lequel qui t'a le plus marqué, si tu as pu discuter avec eux? Ça m'a fait. Alors c'était. Alors j'ai rencontré Lennox Lewis. Lennox Lewis, je l'ai vu à plusieurs reprises, parce qu'il était dans le coin de Manuel Charr quand je l'ai battu. Et il m'a vu ensuite quand je suis allé voir Fury Klitschko. Donc il m'a reconnu, il m'a pris dans ses bras. Moi, je parle après très peu anglais, mais je voyais qu'il était vraiment heureux, puis qu'il avait vu mon combat contre Wilder depuis le temps. Donc il m'a félicité pour ça. Et ensuite Léonard, ça m'a fait quelque chose aussi. De voir ces grands champions. Quoi. Oui, pour moi, Léonard, c'est un des meilleurs boxeurs de tous les temps. J'ai vu Léonard qui m'interviewait juste avant le championnat du monde, on était face à face. J'ai dit, mais voilà, là, je suis arrivé loin quand même. Ouais, ça a dû être un grand moment. Ah oui, non, c'est quelque chose de voir ces champions-là. D'accord. Je crois que tu es le seul Français à avoir boxé dans une grosse soirée première Boxing Champion, enfin PBC, où tu as rencontré Léonard, comme on le disait, et pendant les Media Days, où tu rencontres les journalistes, etc. Est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer et discuter avec le légendaire promoteur Lou Di Bella? Ouais. Et ça, c'est par contre quelque chose qu'on n'arrive pas à le cerner. Est-ce que tu as pu voir le fantomas de la boxe, comme on l'appelle, Al Heyman, le promoteur? Ah oui, non, je ne l'ai pas vu. D'accord, ouais, toujours ainsi insaisissable, parce que il n'y a pas une seule interview qui circule sur ce mec, il se fait très très discret, il n'apparaît pas à la télévision, c'est quelqu'un qui... Ouais, apparemment, on m'en a parlé, c'est un mec qui donne l'argent et qui dit, Lou Di Bella ou je ne sais qui, je te donne ça, tu organises, tu te débrouilles. D'accord. Ouais, ça a été comme ça là-bas aussi. Et Lou Di Bella, est-ce que tu as pu le rencontrer? Oui, je l'ai rencontré aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de lui? Enfin, qu'est-ce que tu peux dire sur lui? Au premier abord, mec sympa, qui te parle, qui te sourit. Après, c'est des requins des affaires, donc je m'en méfie, comme je méfie beaucoup de monde. Je sais que les mecs, t'es là pour la soirée, et puis ensuite demain, terminé. En parlant de grands requins, justement, parce que je crois qu'à un moment, Wilder, ou alors c'était Steven qui l'avait pris sous son aile. Est-ce que tu as pu rencontrer Don King? Don King, non, jamais vu. D'accord. Pas encore. Ok. Quels sont tes pronostics pour les grands combats qui arrivent en fin d'année? Par exemple, chez les mi-lourds, on a André Ward contre Sergei Kovalev. Joshua vs Parker, si ça se fait. Et voilà, enfin si ça se fait si tu le remplaces, enfin si tu peux le remplacer, ça serait cool quoi. Mais si jamais ça se faisait. Ou encore contre Pacquiao contre Vargas, en fait. Alors Pacquiao, j'aimerais. Pacquiao parce que c'est un boxeur que j'adore. Ouais. Ensuite, Kovalev. Je pense que c'est un extraterrestre, puis vraiment, je pense que c'est lui qui va gagner. Ouais. Et Joshua, sans hésiter. C'est encore un cran au-dessus de Parker. C'est marrant parce qu'on en débat souvent dans les émissions, etc. Sur le Capitaine Crochet, c'est qu'on est vachement divisé sur la question de Ward Kovalev. Ah oui, ouais. Parce que Ward est un excellent boxeur qui est vraiment très technique.
Et Kovalev, par contre, moi au départ, je vois Ward gagner sur son côté technique. Et toi, pourquoi tu verrais Kovalev gagner en fait? Je le vois gagner parce que je vois un homme froid, ouais, sûr de lui, qui frappe très fort, et qui va avoir 12 rounds à la même intensité. Donc je me dis que Ward va vraiment falloir qu'il soit vraiment très fort. Je pense pas qu'il arrivera à le mettre KO, quoi. Donc à subir la pression de Kovalev, 12 rounds comme ça, ouais, ça va vraiment être compliqué. Ça va être, ouais, comme un peu Golovkin à son dernier combat. Oui. J'ai vu ça, j'ai dit, il ne pourra pas résister 12 rounds, c'est pas possible. Oui, Golovkin, de toute façon, on peut dire que c'est un des meilleurs boxeurs en ce moment. Pour moi, c'est le meilleur, actuellement. D'accord. Quel est le meilleur... justement, cette question elle est tombée. Quel est le meilleur boxeur pound for pound pour toi? Actuellement? Actuellement. Non, je dirais bien Golovkin. Golovkin, d'accord. Depuis Mayweather, je dis Golovkin. Le numéro 2, tu dirais? Ensuite, après il y a beaucoup de... En sortant du sport, en sortant de la boxe, si on part sur l'UFC, c'est McGregor. Je veux dire, là, c'est deux phénomènes. Et McGregor a bien mené sa barque là-dessus. Donc je pense qu'on parle beaucoup d'eux en ce moment. D'accord. Après, les autres viennent en dessous. Ok. Le meilleur boxeur de tous les temps, toi, à tes yeux? De tous les temps? Ouais. Je sais que c'est une question compliquée, ça fait toujours débat, mais il y en a eu tellement. Je pense qu'il y en a un quand même qui ressort du lot, peut-être pour toi, enfin qui. C'est pas ça, c'est pas qu'au niveau de la boxe, c'est même dans la vie, ça restera toujours Ali, quoi. Avec tout ce qu'il a fait. Même excellent boxeur, une bête chez les poids lourds, mais aussi une bête en dehors de la boxe, une bête au micro. C'était vraiment un phénomène, quoi. D'accord. Est-ce que tu as eu l'occasion de le rencontrer de son vivant ou... Non, ça j'ai pas eu ça. J'ai pas eu cette chance. D'accord. Comme le cinéma et la boxe sont deux arts très liés au niveau... Comment dire, on va dire que franchement, peut-être le meilleur film de sport qu'ils ont sorti, c'était sur le milieu de la boxe. Est-ce que tu pourrais donner tes 3 films de boxe préférés? Je me doute qu'il y en a un, je sais lequel c'est. Ouais. Mais après, est-ce que tu as d'autres films qui t'ont... Quelques films de boxe, ouais, il y avait Des adversaires. C'était un film avec Antonio Banderas et Woody Harrelson qui était pas mal. D'accord. Et il y avait, comment ça s'appelait ça? Bon, il y a Rocky, bien sûr. D'accord. Et film de boxe, Gladiateur aussi, j'aimais bien. Ah oui, je connais. Des combats clandestins, quoi. C'est pas mal ces films-là. Ok. D'ailleurs, toujours dans la catégorie film, c'est lequel parce que je pense que tu adores Rocky, enfin c'est ton film préféré de boxe, c'est beaucoup de valeurs, quoi. C'est pas seulement sur la boxe, c'est beaucoup de valeurs. Beaucoup de valeurs, des leçons de vie, Rocky. Oui. C'est pour ça que j'aime. T'aimes tous les films Rocky ou il y en a d'autres que tu aimes moins? Non, il y en a que j'aime moins, bien sûr. Moi, je suis pas fan du dernier, quoi. Creed? Le Creed, ça va. Ça va. Encore, même si ça fait beaucoup de... S'il a bien marché, moi, j'ai pas forcément accroché. D'accord. Le Rocky Balboa, quoi. C'est pas non plus... Même si ça reste c'est un film plein de leçons au niveau boxe, non, j'ai pas aimé. Après, toujours plein de leçons de vie, donc... D'accord. Et toujours en parlant dans ce genre de domaine, as-tu d'autres ambitions dans ta vie que de devenir champion du monde? Par exemple, est-ce que tu as des projets de films, de livres ou... Ouais, j'aimerais faire un peu de cinéma, j'ai pris un peu de cours, on commence déjà à me proposer un peu de rôle. C'est vrai que j'aimerais bien, je pense que je serais pas mal dans certains rôles. D'accord. Ensuite, un livre, pourquoi pas à la fin de ma carrière, raconter un peu tout ça. D'accord. Ouais, je pense que ce serait très intéressant. Ce serait intéressant parce que j'ai quelques trucs, je ne suis pas devenu boxeur par hasard. Un boxeur, ça se forge, un boxeur, ça a une histoire. Je pense que ça peut être intéressant d'en raconter un jour. D'accord. Est-ce que tu as un mot pour tes fans avant de finir? Parce que je pense que c'est toutes les questions que j'avais à te poser. Mais si tu as une déclaration. Je vais leur dire que je les embrasse. Je vais leur dire merci parce qu'il y en a de plus en plus. Merci à ceux qui n'y croient pas parce que de toute façon je les écoute jamais. Je m'en fous.
C'est pas parce qu'ils disent que je vais m'arrêter. D'accord. Et non, mais soyez patients, si c'est long pour vous, c'est encore plus long pour moi, donc ça va venir. Moi, je pense, en tout cas, l'équipe du Capitaine Crochet, enfin, nous on y croit. Je pense que tu... J'ai vu, ça fait plusieurs fois que je partage vos choses, que je les regarde en plus, donc ne croyez pas que je ne les regardais pas, je les regarde. Oui. Et franchement, ça fait plaisir parce que vous avez une belle analyse des choses. D'accord, c'est gentil. Après, bon, moi je pense que c'est possible tout ça grâce au Capitaine Crochet. Enfin, je ne vais pas dire son vrai nom, voilà. Mais du coup, je le remercie moi aussi pour lui avoir donné des occasions. Et si tu avais un mot à lui adresser... Merci pour nous, on n'est pas forcément mis de la lumière. Et c'est grâce à des mecs comme ça qu'on peut enfin s'exprimer, montrer aux gens qui on est vraiment, pas seulement sur le ring. Donc continuez de faire ça parce que vous êtes passionnés et puis ça nous fait du bien. D'accord. Bon, merci beaucoup Johan de nous avoir consacré du temps. C'est vraiment un plaisir de vous rencontrer, c'est même un honneur parce que vous êtes le premier boxeur que j'arrive à interviewer. Et j'espère que vous serez pas le dernier, mais en tout cas pour moi c'était une belle rencontre. Je trouve que je pense que vous avez beaucoup de valeur, que vous avez beaucoup de courage. Et je pense que avec beaucoup de travail et avec de la détermination comme vous en avez toujours eu, je pense que vous pouvez arriver à faire beaucoup de choses. Voilà. Merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup.